Bon, on est très, très heureux, en tous les cas, de vous accueillir sur ce deuxième débat confiné sur les questions de ruralité, qui est organisé dans le cadre d'une coalition solidaire qui s'est créée et qui est en train de se créer grâce à l'impulsion de nos amis d'AG2R La Mondiale, qui regroupe aujourd'hui une grosse dizaine de structures que vous pourrez retrouver sur notre site internet, que ce soit Insight, dont je suis le président, Astrée, l'outil en main, Ciel Bleu, Unicité, Famille Solidaire, France Bénévolat, Réseau Éco-Habitat, Voisins Solidaires, Vendredi, le Chênelet et Tous Repreneurs, qui sont les structures qui commencent à travailler dans cette coalition solidaire. C'est une coalition solidaire qui est numérique aujourd'hui, qui le restera numérique, mais qui a vocation à perdurer dans le temps et qui est coordonnée par Bleu Blanc Zèbre, dont je suis le délégué général, et qui est en partenariat avec Simplon.co, Kawa, et donc qui est sous l'impulsion et l'accompagnement attentif et solidaire d'AG2R. Donc, merci de revenir. Donc, dans le cadre de cette coalition, l'idée, c'est de profiter de ce temps un peu de confinement pour à la fois venir aider ceux qui sont en situation de difficulté, en confinement. Donc, on a des tutos, on va avoir des expériences, on va avoir des vidéos, on va organiser aussi des cafés confinés. Alors là, c'est un débat animé qu'on ouvre, mais il y aura des débats comme ça sur différents sujets. Toutes les semaines, en tous les cas, à 14h30, il y aura un débat sur les questions de ruralité. Et puis, il y aura des cafés confinés où là, ça sera en groupe un peu plus restreint et où on ira plus loin sur une thématique. On essaiera de co-construire le monde de demain, parce que je crois qu'il s'agit bien de ça aujourd'hui, c'est de participer à construire une société un peu différente où la question du lien social, de la solidarité, des protections, qu'elles soient sociales, médicales ou autres, soit plus garantie, et en tous les cas, que le temps du solidaire s'ouvre un peu plus. Et en tous les cas, pour nous, c'est essentiel, extrêmement important. Donc, voilà, cette coalition, vous y êtes les bienvenus, bien entendu. Donc, allez sur le site, sur les réseaux sociaux qui sont en train de s'ouvrir, que ce soit sur Facebook ou Twitter. Et nous allons commencer, là, à partir de maintenant, à structurer un peu tout ça et faire en sorte que nous sortions les uns et les autres un petit peu de nos couloirs et des égoïsmes de structure ou des égoïsmes individuels. Je crois que le temps est vraiment à la transversalité et que tant dans le domaine associatif qu'institutionnel que privé, nous savons bien que nous sommes les grands spécialistes en France du couloir unique, de la certitude, de la difficulté à accepter la complexité. Bon, donc, on va essayer de s'y atteler ici en toute transparence et en transversalité. Donc, un débat animé sur les questions du numérique. Alors, un grand merci à Laure Ragueneau, qui est, en plus d'être une amie, qui est directrice communication institutionnelle territoriale du groupe Orange, qui est partenaire d'Insight, à qui nous avons demandé, après Cédric Zabot la semaine dernière, le directeur de l'Association des maires ruraux de France, de venir intervenir parce que cette question numérique est bien entendu au cœur de l'ensemble de notre problématique. Aujourd'hui, on le voit bien et grâce au numérique, nous pouvons nous voir et nous parler. Et donc, avec Laure, nous lui avons demandé de venir intervenir sur ce numéro 2 de nos débats animés pour alors, non pas sur la question est-ce que je suis connecté, est-ce que je suis en zone blanche, pas en zone blanche, etc. Mettons pour l'instant un peu ça de côté. Essayons d'avoir une approche un peu globale sur cette question. Quelles sont les problématiques que pose le numérique? À quoi ça répond? Quels sont les enjeux? Comment le numérique va permettre à nos territoires ruraux de se développer à égalité de droits et de dignité par rapport aux autres territoires urbains ou périurbains? Comment le numérique va favoriser le lien social, va renforcer les solidarités de proximité? Voilà, c'est à toutes ces questions-là que Laure a gentiment répondu positivement pour venir discuter avec nous et avec vous tous. Donc, Laure va intervenir pendant une trentaine de minutes. Donc, c'est très rythmé, hein, parce que, comme j'imagine vous tous, vous devez enchaîner les visios à longueur de journée. Donc, on en a quand même comme ça un peu plein la tronche, parce qu'on n'a plus les déplacements d'un endroit à un autre pour se reposer ou pour regarder nos mails. Donc, on est un peu compressé de visio. Donc, 1 heure de visio, pas plus.
La semaine dernière, il y avait un petit peu de frustration, mais c'est toujours bon d'avoir un peu de frustration, surtout au début. Donc, les questions n'étaient que écrites. Là, on va faire une demi-heure. Pendant cette demi-heure, n'hésitez pas à poser vos questions. On relancera Laure sur un certain nombre des questions que vous posez. Elle y répondra. Et ensuite, nous ouvrirons les micros pour ceux qui en font la demande. Et pendant 10 minutes, pas plus, on prendra les gens. Donc, il faudra faire des questions un peu courtes. Et on redonnera la parole ensuite à Laure donc, pour finir la séance. Elodie, qui est en haut à gauche, en tous les cas dans mon écran, qui est la directrice générale, l'architecte d'organisation plus précisément d'Insight, qui travaille sur les questions de ruralité, qui vient en appui de ces héros du quotidien, hein, les élus locaux, les maires ruraux, les responsables associatifs, les artisans, les commerçants, les paysans, en mettant en place un service civique dans les villages, dans les petits villages, et ce n'est pas péjoratif pour nous, ce sont des grands villages de cœur, et qui font vivre des colocations un peu solidaires dans ces villages-là pour venir en appui à tous ces héros-là. Elodie, je te passe la parole pour quelques éléments. Oui, bonjour à tous. Juste quelques éléments d'organisation. Comme l'a très bien dit Thibaut, au vu du nombre de personnes, c'est pour ça que vos micros sont coupés. Après la présentation de Laure, n'hésitez pas à utiliser le chat que vous avez à droite pour à la fois poser des remarques, des éléments de contexte ou des questions qui seront reprises dans un premier temps par Thibaut pour un peu organiser le débat et aller peut-être plus en profondeur sur des sujets que présente Laure. Et puis à la fin, n'hésitez pas à demander la parole. On ouvrira les micros pour que vous puissiez poser des questions et que Laure puisse vraiment interagir avec les interrogations ou en tout cas les éléments de questionnement que vous avez. Voilà. Merci Elodie. Laure, c'est avec un plaisir non dissimulé et non dissimulable que je te passe la parole. Bonjour à tous. D'abord, très content d'être là. Je vous dis tout de suite que je ne vais certainement pas répondre à toutes vos questions, ni balayer l'intégralité de tout ce que Thibaut vous a promis, parce que le sujet est extrêmement vaste. Mais l'objectif, c'est de pouvoir partager avec vous quelques points et puis justement de pouvoir nourrir la réflexion et en particulier la réflexion sur que le numérique va pouvoir nous apporter au regard de ce qu'on observe depuis quelques semaines. Alors, je vais partager quelques éléments que j'ai préparés pour pouvoir soutenir mon discours. J'espère, Elodie, tu me confirmes qu'on voit tout bien. Hein. J'ai préparé en fait des éléments sur deux thèmes. Un premier thème qui va consister à évacuer les problématiques de couverture. C'est vrai, et on le sait plus que jamais dans ces circonstances où on se retrouve confiné, que ce soit en ville, en zone rurale, en zone périurbaine, la couverture numérique du territoire, c'est un enjeu impératif. On a eu la chance de voir que les réseaux qu'on entretient et collectivement, on va dire, tous les opérateurs ont fait en sorte que les réseaux tiennent dans ces circonstances. On se rend compte que sans ça, on n'aurait pas forcément pu continuer à faire ce qu'on fait et faire ce qu'on fait même en ce moment dans les réseaux. Alors, je vais rappeler quelques notions un peu générales. L'idée, c'est de faire en sorte qu'on évite après de ne pas savoir exactement de quoi on parle. La couverture numérique du territoire, elle dépend en fait de trois types de réglementation ou d'intervenants. Il y a tout ce qui concerne les zones très denses, qui sont en fait les grandes villes, les métropoles, etc., où chaque opérateur assure sa couverture numérique et où la concurrence se fait par les infrastructures. C'est-à-dire que dans une ville comme Toulouse, Bordeaux, Marseille, Lyon, on a les 4 opérateurs qui vont construire leur propre réseau et ça sera à chacun d'assurer le remplissage de ces réseaux par sa démarche commerciale. Vient ensuite ce qu'on appelle la zone moyennement dense. La zone moyennement dense, c'est quelque chose qui se trouve en zone périurbaine souvent ou dans des petites villes. Et là, les opérateurs ont répondu il y a quelques années à des appels à manifestation d'intérêt et ont levé le doigt, entre guillemets, pour dire nous, on est prêt à investir sur nos fonds propres pour couvrir telle zone, telle ville, tel endroit. Et là, on a pris des engagements et c'est des engagements
qui nous lie, en l'occurrence à l'ARCEP et à l'État, de couverture dans un délai donné avec des étapes, etc. Enfin, on arrive dans ce qu'on appelle la zone peu dense, et je dirais que c'est celle qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui quand on parle de ruralité. La zone peu dense, ce sont toutes les zones rurales où le financement est en général partagé entre les opérateurs et les collectivités, et se fait ou est en train de se faire ou va se faire progressivement grâce à des réseaux d'initiatives publiques. Et donc, ce sont les collectivités qui sont les donneurs d'ordre, qui font des appels d'offres pour que les opérateurs viennent couvrir des zones où la rentabilité n'est pas forcément au rendez-vous. Aujourd'hui, nous, Orange, on va dire qu'on se situe à peu près, on va aller à un petit tiers nous sommes les opérateurs d'un petit tiers des réseaux d'initiatives publiques en France. Mais les deux autres tiers sont faits par d'autres opérateurs. Donc, si on rappelle ça, AMI 100% privé, zone très dense 100% privé, réseau d'initiatives publiques entre le public et le privé. Et puis, bon, après, il y a encore des petites, on va dire, des petites nuances, puisque récemment, on a eu aussi ce qu'on appelle des appels à manifestation d'engagement locaux. Enfin bref, c'est à peu près le même type de dispositif. Alors, quelles sont les perspectives là-dessus? Parce qu'en fait, c'est la grosse attente de chacun, elle est autour de ça. En gros, c'est quand est-ce que j'ai le très haut débit chez moi? En fait, les opérateurs et le gouvernement ont beaucoup travaillé il y a 2 ans à peu près sur des engagements. Alors, pour la partie mobile, on a appelé ça le New Deal mobile, mais ces engagements étaient aussi très impactants pour la partie fixe. Et ces engagements, on les a pris sur 3 échéances. La première, elle arrive d'ici la fin de l'année. C'est un engagement qu'on a appelé du bon haut débit pour tous. Alors au début, ce n'était pas très simple de définir qu'est-ce que c'est que du bon haut débit. On est tous à peu près d'accord pour dire qu'un bon haut débit, c'est 8 mégabits. 8 mégabits, aujourd'hui, dans la période de confinement dans laquelle on sait ce que ça représente. Ça veut dire qu'on peut télécharger une vidéo dans de bonnes conditions, même si ce n'est pas extrêmement vite. On peut envoyer des mails, des pièces jointes, de la data, etc. Cet engagement de 8 mégabits, bien évidemment, il ne va pas se faire, et ce n'est pas le cas aujourd'hui, avec la fibre. Un bon ADSL, c'est considéré comme du bon haut débit pour tous, et dans des zones où il n'y a pas un bon ADSL, de la 4G, ça peut permettre un bon haut débit, le satellite, c'est ce qu'on appelle le mix technologique. Il y a plusieurs solutions qui permettent ce bon haut débit. La deuxième étape de notre engagement, c'est 2022, le très haut débit pour tous. Alors ça, le très haut débit pour tous, la France a fait le choix de la fibre. Donc, dans la majorité des cas, ça sera de la fibre. Bien évidemment, on sait qu'en 2022, 100% des Français n'auront pas la fibre. Donc, il restera une petite partie qui sera toujours servie en très haut débit, mais par d'autres types de technologies que la fibre. Ça pourrait être le câble, le satellite, etc. Et enfin, la dernière étape de l'engagement collectif des opérateurs, c'est 2025, du vrai très haut débit pour tous à 100 mégabits. Donc, autant dire que c'est un chantier industriel phénoménal que vous pouvez tous voir d'ailleurs physiquement dans les zones rurales, hein, parce que les appels d'offres de réseaux d'initiatives publiques, les RIP, étaient en tout cas jusqu'au confinement en plein déploiement et avec tous les prestataires possibles et imaginables mobilisés pour installer les armoires, la fibre et rendre éligible de plus en plus de logements chaque jour. Pour nous, Orange, évidemment, c'est des investissements énormes. Certes,
le confinement a mis un vrai ralentissement, et ça, on ne peut pas dire le contraire, pour des raisons de sécurité des équipes, de difficulté d'accès, d'autorisation des collectivités, etc. De la même manière que les chantiers des travaux publics ont été ralentis, on a depuis 1 mois et demi un ralentissement. Mais toutes les discussions en ce moment qui ont lieu avec le gouvernement, c'est pour voir comment est-ce qu'on va sortir du confinement et reprendre ce chantier record pour les mois et les années à venir, et Orange prendra sa part. Donc après, je vous ai fait un petit résumé justement de tous les moyens d'accès à Internet qui sont autres que la fibre, en attendant que la fibre arrive chez partout. Sachant que dans une commune, en particulier dans une commune rurale, le très haut débit peut arriver par chacun de ces moyens-là jusqu'au logement des habitants. Le deuxième enjeu et le deuxième chantier extrêmement important et sur lequel je sais qu'il y a une impatience qui est énorme, en particulier dans les zones rurales, c'est la couverture mobile. Donc là, les engagements qu'on a pris, pareil, hein, ils sont extrêmement engageants et qui mobilisent énormément de capital, d'énergie, de ressources humaines chez nous, mais comme chez tous les opérateurs, hein, puisque c'est des enjeux collectifs. Le premier, c'est la généralisation de la 4G d'ici la fin de l'année. Donc, toutes les antennes, quelle que soit la zone, qui étaient parfois en 2G, mais je crois qu'il n'y en a plus beaucoup, en 3G, mais seront transformées en 4G. Ça, c'est la première chose. Et on tient ces délais. La couverture ciblée, on s'est engagé, nous, Orange, et chacun des opérateurs, à installer 5000 points de connectivité d'ici 2026 pour améliorer la couverture. Ce n'est pas simple, il faut trouver des lieux, il faut obtenir des autorisations, des consentements, puis c'est toujours un débat qui est compliqué, hein, parce qu'on a besoin de débit, on a besoin de couverture, mais on ne veut pas toujours une antenne à côté de chez soi. Donc, c'est des choses sur lesquelles on a besoin de temps pour avancer. On a fait un progrès assez important, et je le souligne parce que tout le monde n'est pas toujours au courant en termes de couverture, c'est sur la couverture indoor. Depuis la fin de l'année dernière, la plupart des smartphones offrent la possibilité d'activer la voix sur Wi-Fi. Et ça veut dire que même si on n'a pas une très bonne connexion 4G extérieure, une fois qu'on est chez soi, la voix du téléphone passe par le système Internet et par le Wi-Fi, et donc ça permet de mieux capter en intérieur. Et ça, je sais que c'est des choses qui ont été assez utiles, en particulier à un certain nombre de collectivités, des mairies qui n'avaient pas forcément une bonne couverture, le maire qui se plaignait de ne pas pouvoir être joint pour telle ou telle raison. À partir du moment où il pouvait activer la voix sur Wi-Fi, au moins il était joignable sur son portable quand il était au sein de la mairie ou chez lui. Alors, on a aussi étendu, forcément, puisqu'on a étendu à la fois la couverture et la 4G, la possibilité d'avoir de la 4G fixe. La 4G fixe, je peux vous en parler en connaissance de cause, hein, parce que moi, installée dans le Gers, je suis en 4G fixe. Là, je suis en train de faire avec vous un café confiné avec des slides et une vidéo avec ma box 4G fixe. Donc, ça marche très bien et à haut débit. Et puis après, on s'est tous engagés aussi collectivement, les opérateurs, mais très spécialement chez Orange aussi, à améliorer les axes de transport. Alors, ça a été dans un premier temps les TGV, les autoroutes, et maintenant on travaille vraiment sur les axes routiers et les axes ferroviaires prioritaires, mais autres que TGV et autoroutes. Donc voilà, ça c'est les grands chantiers. Ce que je voulais vous dire, c'est que je ne pourrais pas évidemment répondre à des questions spécifiques, mais qu'aujourd'hui on a un régulateur qui s'appelle l'ARCEP,
qui est extrêmement vigilant au fait qu'on tienne tous ces engagements, qu'on soit dans les délais et qui nous fait même risquer des pénalités, hein, on le sait tous. Si vous avez vraiment besoin d'en savoir plus et de voir par rapport à la zone dans laquelle vous êtes, je vous ai mis dans la présentation les liens. Alors, Mon Réseau Mobile, c'est un site qui mesure la qualité du réseau mobile. La nouveauté, c'est que cette partie-là intègre les remontées des collectivités sur la perception qu'ils en ont, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement les données des opérateurs qui disent tous qu'on est les plus beaux et qu'on est les plus gentils. Et la deuxième chose, c'est un site qui vient d'être lancé, qui est pour le moment en version bêta, mais qui est très intéressant, qui sont en train de finaliser. C'est Ma Connexion Internet, qui donne toutes les technologies possibles en fonction de l'adresse et du référentiel du logement. Donc, ça devrait permettre de répondre à un certain nombre de questions. Donc, voilà ce que je voulais balayer, entre guillemets, avec vous pour qu'on soit au clair, en fait, sur les problèmes de couverture et vous surtout partager l'engagement qui était le nôtre chez Orange d'assurer cette couverture et la nécessité de faire en sorte qu'elle soit la meilleure possible. Pareil, je ne vais pas passer 1 heure à parler des problématiques de qualité de service, d'entretien du réseau, etc. Je suis à peu près sûre qu'il y aura des questions sur le sujet parce que c'est quelque chose qui est récurrent et en particulier en zone rurale parce que c'est compliqué, parce qu'il y a beaucoup de poteaux, parce que c'est un réseau qui est ancien, qui est difficile à renouveler. Mais l'engagement d'Orange est total sur le réseau, d'une part, et d'autre part, on a beaucoup de gens. Ce qu'il faut savoir, c'est que partout sur le territoire, il y a des techniciens d'intervention qui s'occupent du réseau. Et ça, pour le coup, on est le seul opérateur à le faire, quoi, avoir ces équipes de techniciens prêts à répondre à tous les soucis, et en particulier comme ça a été le cas pendant cette période de confinement. La deuxième partie de ce que je voulais partager avec vous, en fait, qui est plus spécialement liée à l'actualité et la crise du coronavirus, c'est sur les usages du numérique. Même s'il y a de l'impatience, même s'il y a de l'agacement, quelque part aujourd'hui, on sait qu'on va vers une couverture au débit pour tous un jour ou l'autre dans les années à venir. La vraie question sur laquelle il faut qu'on se penche tous collectivement, c'est la question des usages, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place pour faire en sorte que ce débit et le déploiement du numérique apportent, et en particulier à la ruralité. Et là, je pense qu'on a tous pu constater depuis quelques semaines qu'il y a des choses qui se sont mises en place qui sont extrêmement intéressantes. Alors, j'ai fait un petit focus sur un document qu'on avait créé à l'époque qui s'appelait Municipal 2020 et si nous parlions d'usage du numérique. Et je dis, c'est un petit peu ironique, entre guillemets, c'est-à-dire qu'à l'occasion des municipales et de la campagne des municipales, depuis 1 an, on avait travaillé, nous, chez Orange, à un certain nombre de choses en se disant il serait intéressant que les candidats et les élus actuels ou futurs élus se penchent sur ce que le numérique pourrait apporter à la vie de leur collectivité et en particulier en zone rurale et puissent intégrer dans leur programme un certain nombre de choses. Et alors, en regardant et en préparant justement mon intervention pour aujourd'hui, je reprenais en fait les différents chapitres du document sur Municipal 2020 et je me dis mais c'est hallucinant le coup d'accélérateur que cette crise a pu porter sur tous les sujets, que ça soit la classe virtuelle, la téléconsultation en termes de santé, la vidéoconférence, la valorisation du patrimoine. Je ne sais pas si vous êtes tous comme moi à avoir pu voir en termes de culture tout ce qui se partage sur les réseaux de visites virtuelles, etc. Et tous ces sujets-là, en fait, on les soulignait depuis maintenant quelques mois, voire quelques années, auprès des élus. On sentait qu'ils commençaient à s'en emparer, mais que ce n'était pas une évidence. Et là, je suis sûre, collectivement, on a une chance de faire en sorte que ça aille plus vite et que tous on puisse en profiter. Alors, je vous ai pris un exemple, parmi d'autres, on aurait pu, je veux dire, effectivement parler du patrimoine, de la culture. Là, j'ai pris l'exemple des plateformes d'entraide.
Les plateformes d'entraide, nous, on a le moyen de monitorer ça à travers une des plateformes. C'est certainement pas la seule, et d'ailleurs, ça n'est pas la seule, et ce n'est pas l'avantage de pouvoir m'appuyer là-dessus, c'est que ça nous a permis justement de creuser quels étaient les résultats, quels étaient les différents types d'usage de ces plateformes. Il y a une filiale d'Orange donc, qui s'appelle Eolas qui a lancé une plateforme qui s'appelle Entrée dans nous. Et cette plateforme, elle a pour objectif de permettre justement de faciliter les réseaux d'entraide entre citoyens. S'il y a vraiment un sujet qui a été une urgence là dans les semaines qui viennent de passer, c'est celui-là. Et donc, ce qui nous a vraiment frappé, c'est que cette plateforme, c'est un outil avec une technologie qui est extrêmement simple à mettre en place, plug and play, je dirais, pratiquement, parce qu'en quelques jours, ça a été possible de monter des versions pour des usages très, très différents. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, les collectivités, chacun en fonction de leur territoire, de leurs impératifs, de leurs urgences, ils ont utilisé la plateforme pour mettre en place des choses qui étaient assez différentes. Alors, évidemment, ce qui arrivait en premier, c'était les courses de première nécessité, mais il y avait aussi tout ce qui était aide aux devoirs à distance, qui était un sujet qui est revenu très, très vite. Dès qu'on a eu les autorisations de sortie, c'était de l'entraide sur l'impression de documents, les attestations, remplir les documents en ligne, etc. Promenade d'animaux domestiques, ça on sait qu'en ville, il y en a qui étaient prêts à louer très très cher leurs chiens pour permettre à certaines d'aller se balader un peu plus longuement que prévu. Et là, on voit arriver pas mal d'initiatives autour de la confection de masques, le don de tissus, la mise à disposition de matériel. Alors, j'ai cherché des… Alors, bon, il se trouve que je suis dans le sud-ouest et que je suis même basée dans le Gers. Donc, j'ai cherché des exemples autour de moi qui me parlaient. Mais un des exemples très frappants, c'est la plateforme qui d'ailleurs, je crois même pas que ce soit une plateforme Eolas, mais enfin, elle est exactement basée sur le même principe. Hein. La plateforme Solidarité Occitanie Alimentation, qui est exemplaire dans son genre. Qui a permis en fait de faire converger à la fois le besoin d'entraide, le digital et un mouvement de fond qu'on a tous vu apparaître, pareil, je n'ai pas inventé l'eau tiède, hein, mais qui est le retour au local, aux produits frais et au bio. Et donc sur la plateforme, il est proposé donc aux artisans, commerçants et producteurs locaux de mettre de l'information sur la disponibilité de leurs produits, leurs heures d'ouverture, etc. Donc, je ne sais pas ce qui a pu s'y connecter. Moi, je l'ai fait sur le Gers et j'avoue que c'est extrêmement utile et que ça a été très, très utilisé. 4253 professionnels référencés, 300 000 particuliers connectés en moins d'une semaine. Je veux dire, le score est quand même stalinien. Un autre exemple, c'est toujours le même style de plateforme, la géolocalisation, le digital. Et là, c'est le département des Hautes-Pyrénées qui vient de sortir, donc forcément le truc est absolument tout récent, qui a mis en place le fait de se faire rencontrer l'offre et la demande entre ceux qui sont prêts à confectionner des masques, à utiliser leur machine à coudre et ceux qui ont du tissu à partager, et de telle sorte qu'ils puissent se rencontrer, récupérer le tissu, faire les masques, etc. Je trouve ça très intéressant parce que c'est quelque chose qui est en train de se faire. Moi, j'ai eu l'occasion de voir sur les réseaux sociaux que Gers Solidaire lançait la même chose, de telle sorte que les couturières puissent rencontrer les fournisseurs de tissus privés, entre guillemets. C'est vrai que d'avoir une plateforme, ça rend les choses quand même nettement plus rapidement, plus simples et voilà. Donc, même outil, même techno et puis des besoins différents qui se mettent en place.
On a un autre exemple qui est sur le département de l'Orne. Alors là, on est complètement sur l'entraide, multi-entraide entre ceux qui proposent justement l'aide informatique, l'aide aux courses de première nécessité, l'aide aux devoirs à distance. Donc, ça, c'est vraiment l'offre et la demande dans tout ce qui est l'entraide au sens le plus large. Et je ne suis pas allée plus loin parce que, comme vous pouvez voir, on a X projets qui se sont mis en place là en quelques temps. Ville de Lyon, Oyonnax, le Sud-Ouest, les Hautes-Alpes, le département de la Lozère, le Val de Vanoise, etc. Donc, c'est vraiment l'explosion du numérique sur la partie entraide. Alors, ce que je voulais faire pour que le débat puisse se poursuivre et que la réflexion puisse avancer, etc., je vais faire la promotion de 2 outils que nous avons, mais qui sont aussi du digital et qui aident ça. On a recensé énormément de bonnes pratiques justement sur le numérique et le digital. Alors, au travers un site qui s'appelle Parole d'élus, qui est le site qui donne la parole à toutes les collectivités sur la thématique du numérique. Donc, il y a pas mal de reportages sur le télésuivi, le médical, ce que je disais tout à l'heure, les visites virtuelles, les musées. Le site étant une collaboration entre nous, Orange, et les associations d'élus. Alors que ce soit les associations type association des maires ruraux, petites villes, les départements, les régions, etc. Donc, on y trouve des témoignages et des bonnes pratiques de tous horizons. Hein. C'est pas du tout un site commercial Orange. Quand on voit le plan d'action des maires ruraux, je repense à ça parce que le dernier café confiné, on travaille très régulièrement avec Cédric Zabot et ses équipes pour identifier justement ce qui... C'est d'ailleurs comme ça que j'ai été amenée à rencontrer l'équipe de Insight. C'est grâce aux maires ruraux et qui nous ont mis en contact en disant il y a sûrement des choses à faire ensemble entre l'association et Orange autour du numérique. Et Laure, donc là, vous allez retrouver... Ouais, c'est bon, conclure pour laisser maintenant… Enfin, vas-y, termine ton propos. Non, je voulais juste terminer en disant il y a un autre site qui s'appelle Bien Vivre le numérique qui donne plein de conseils et de tuyaux sur comment bien vivre le numérique. Voilà, j'ai terminé. Merci. On peut rebasculer sur le… Voilà, parfait. Ouais. Merci beaucoup, Laure, pour ton intervention. On a 2-3 questions, bien sûr. Hein, ça a été posé comme question. Est-ce que vous pourrez avoir la présentation de Laure, bien sûr, dans le compte rendu, ça vous sera envoyé. Il y a 2 questions qui sont revenues avant qu'on on ouvre les micros et qu'on puisse échanger directement. Laure, il y a la problématique de la 5G. Alors, sur la question de la souveraineté technologique et de la protection des données. Et deuxième élément, c'est par rapport à l'application Covid-19. Comment gérer ça dans les zones rurales et comment tu vois un peu ça, ce qui va vraisemblablement poser un certain nombre de problèmes. Alors, d'abord, je n'ai pas toutes les réponses. Ce que je peux dire, c'est que sur la 5G, aujourd'hui, les enchères sont repoussées, les choses vont prendre plus de temps. Je pense qu'on va tous collectivement prendre le temps d'y réfléchir. Ce dont on se rend compte, c'est que mener à bout le travail sur la 4G, c'est un impératif qui porte ses fruits, qui est bien utile, quoi. Je veux dire, on voit bien que la 4G, elle tient la route hein, et qu'elle joue son rôle. Donc, il faut qu'on aille au bout. Bien sûr, la 5G, c'est un enjeu, on va y réfléchir, mais on ne va pas non plus se mettre des échéances qui ne sont pas tenables. Je veux dire, la priorité des priorités, ça va être de se mettre à tenir nos échéances dont je parlais tout à l'heure, de couverture de fibre et de 4G. Voilà. Deuxièmement, la sécurité des données. Bon, moi, j'en parle avec d'autant plus de tranquillité que s'il y a vraiment un opérateur qui est reconnu pour être
celui qui héberge ses données en France, joue le jeu, est vraiment l'opérateur de référence, c'est nous, c'est Orange, quoi. Alors, on travaille sur cette fameuse application. On travaille avec l'INSERM, on travaille à partir de données totalement anonymisées. Après, ce n'est pas nous qui allons faire la politique d'utilisation ou pas de l'application. Nous, on va mettre à disposition des données sûres, optimisées, qui sont des données qu'on utilise déjà pour étudier les flux touristiques, par exemple, dans des sites. Voilà. La stratégie qu'aura le gouvernement par rapport à ça, c'est vrai qu'en zone rurale, si on pense à la technologie Bluetooth, il n'y a pas de raison qu'on n'utilise pas la technologie Bluetooth sur des gens qu'on a croisés au supermarché en zone rurale, comme si on les avait croisés en zone périurbaine. Hein. Le danger est le même de transmission. Donc, Ok, merci Laure. Alors, je repose une dernière question, ça te permettra de répondre. Et pendant ce temps-là, je vous invite à mettre une petite main sur votre écran pour qu'on puisse vous sélectionner vos questions. Donc, c'est la question à la fois la fracture sociale. Est-ce que la fracture sociale concerne le numérique? Voilà, parce que c'est aussi une vraie question. Et j'ai un autre argumentaire en disant que voilà, les plateformes, d'abord les élus locaux, ils n'ont pas attendu pour faire des choses, heureusement, je pense qu'ils n'ont pas attendu que ça d'ailleurs, et surtout que ça fonctionne plus ou moins entre le bruit, ce que je lis, et le résultat sur le terrain, ce qui est somme toute normal. Mais sur la question de la fracture sociale, fracture numérique, est-ce que tu peux en dire 2 mots? Et puis on va prendre les questions pendant 10 minutes. Donc levez votre petite main, vous pouvez directement. Alors, ce n'est pas la main directement, il y a une petite. Et vous pouvez marquer avec. Vas-y, Laure, tu peux répondre d'ores et déjà. Moi, je peux parler de la fracture sociale. Aujourd'hui, on sait qu'il y a environ 13 millions de personnes qui sont éloignées du numérique pour des raisons totalement diverses. Alors, effectivement, là-dedans, il y en a peut-être une partie qui le sont parce qu'ils sont éloignés pour des problèmes de couverture, mais il y a des problèmes qui sont beaucoup plus larges que ça. Enfin, je veux dire, quand on parle de fracture sociale, l'éloignement des jeunes qui sont capables de jouer en ligne pendant des heures, mais qui sont incapables de faire un mail ou un CV, c'est un vrai problème. L'éloignement de certaines populations très âgées, là on l'a vu dans les EHPAD, on a monté des ateliers pour permettre aux très seniors d'utiliser des technologies qui leur permettaient de rester en contact. Ce n'est pas forcément une problématique de ruralité. Donc oui, il y a une fracture numérique, elle est très importante. Nous, c'est un de nos enjeux clés. Je veux dire, notre plan 2025 intègre là-dedans l'inclusion sociale comme une vraie priorité, avec des ateliers, avec des offres spécifiques qu'on appelle coup de pouce, qui permettent l'équipement de ceux qui ont le moins de moyens, avec évidemment l'accélération de la couverture. Enfin, une palette de choses qui permettent de lutter contre ça, ce qu'on ne pourra pas faire tout seul d'ailleurs. Hein, il faudra qu'on le fasse avec les élus, avec le milieu associatif, avec l'élan, etc. Mais fracture sociale et fracture numérique, il n'y a aucun doute. Hein. Merci voilà. Laure. J'ai une question et un témoignage de René Ortega. Elodie, est-ce que tu peux débloquer René? Merci de m'avoir débloqué. Merci Laure. Bonjour à tous. Salut Thibaut. Non, juste un petit… Présente-toi peut-être René d'abord. Ah ouais, donc je suis le directeur du groupement d'intérêt public Gers Solidaire. Et on rassemble, c'est une structure assez unique en France, on rassemble le département, les associations caritatives, les CCA et CIAS, à l'exception des Restos du Cœur qui sont un peu à la périphérie de notre histoire, mais qui ne sont pas membres de droit statutaire. Donc on est sur le pont là, du Covid. Et un des points extrêmement forts qu'on a retenu de ce Covid. Alors moi, il y a 2 choses que j'ai dites. Moi, je suis donc un des objets de notre structure, c'est en particulier la lutte contre toutes les formes d'exclusion et en particulier les exclusions numériques. Il y a une grosse différence sur toute logique de plateforme entre le bruit qu'elles font, leur capacité de dumping en communication, en médiatique, en médiatisation, etc., et puis la réalité d'action
où on a des chiffres qui peuvent être parfois tordus, tronqués, et qui ne sont pas forcément avec des modèles économiques derrière qui se cherchent. C'est-à-dire que derrière, il y a aussi des modèles éco. Et là, ça me permet de faire le pont, et c'est le témoignage essentiel dans cette période particulière que nous vivons. Plus que jamais, la solidarité est passée par les hommes et les femmes de proximité et par les élus locaux. Nous avons dans ce département 472 communes, on les a appelés, nous les 472, on est en contact en permanence avec eux. Il y a une solidarité organique et de proximité dans les territoires ruraux. Quand on remet en question la question de la place des maires, il y a trop de maires, il y a trop de mairies, il y a trop de collectivités. Moi, je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est principalement les hommes et les femmes qui font le lien et qui font que nos territoires tiennent. Alors moi, je parle du Gers, je sais bien que c'est un des territoires qui est peut-être les moins touchés de France, mais vraiment, on a beaucoup parlé de numérique, mais cette crise va nous réinviter à réinvestir le champ de la relation et le champ du démocratique et le champ de la République de proximité. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci René pour ce témoignage. On va reprendre une autre question. Alors, vous allez croire que cette plateforme est essentiellement gersoise, mais pas du tout. J'ai le plaisir de passer le micro et d'ouvrir le micro à un maire corse, qui est un territoire qui me tient à cœur, le maire d'Argusa Mauricio. Donc, vous avez la parole. Oui, bonjour à tous. Merci pour cette belle réunion. Donc, moi, simplement pour témoigner et apporter une petite réflexion, donc je suis maire de cette petite commune et en même temps président d'un pôle d'équilibre territorial et rural qui regroupe 2 communautés de communes, 46 communes, avec un versant littoral, avec 23 000 habitants et un gros déséquilibre entre le rural et je dirais le périurbain et urbain. Et on a mis le numérique en numéro 1 dans notre stratégie de projet de territoire il y a 3 ans. Donc, on est en train d'établir un schéma numérique qui aboutira et sur le qualitatif, donc ce que vous nous avez expliqué, madame, et sur les usages. Et alors, bien entendu, on ne va pas revenir là-dessus, mais c'est évident qu'on le voit, hein, on le disait, mais aujourd'hui avec le Covid, on voit que quand on a le haut débit, voire le très haut débit, c'est une bouffée d'oxygène et c'est un outil structurant, que ce soit au niveau du télétravail, on le voit. Le télétravail était déjà dans la loi, mais avec ce Covid, j'espère qu'on va passer à la pratique beaucoup plus fortement. Alors, pour ma part, j'ai équipé, il y a une quinzaine de jours, 10 aînés de la commune de tablettes Android de la Poste, vous savez, les fameuses ardoises. Et alors, tout le monde m'a dit, mais tu fais de la com, baba. Alors, j'ai dit, écoute, on verra bien. Mais écoutez, là, au bout de 15 jours, chaque personne a pris ce qu'elle avait à apprendre sur cette tablette, que ce soit des jeux de cartes, que ce soit Skype pour les familles, etc. Et donc, moi, je pense que, bien sûr qu'il faudra les hommes, vous l'avez dit, monsieur, le maillage des maires est important. Mais moi, je vais aller plus loin. C'est-à-dire que ce qui nous manque aujourd'hui, et on le sait, et c'est à mutualiser, que ce soit au niveau des intercos, des PETR, nous aussi, nous avons Casagomuna, qui est une application qui a été lancée gratuitement et qui fait un peu écho à cette possibilité de mettre en réseau les personnes qui ont besoin de services et celles qui peuvent en rendre. Mais tout ça, ou Intramuros aussi, qui est pas mal, qui est sorti il n'y a pas longtemps et qui est une application très intéressante. La seule problématique, c'est que ça peut être aussi simple et aussi ludique, parce que ça l'est de plus en plus. Mais si on n'a pas un animateur, quelqu'un qui fait ce suivi-là, eh bien, c'est peine perdue et c'est très dommage. Et c'est pour ça que sur le dispositif que vous avez au niveau d'INSIT, sur les jeunes qui pourraient s'impliquer dans les communes, je pense que ça, c'est le nœud. Ça peut être intéressant si on l'axe justement sur le numérique et sur les services, même si les 3 axes que vous avez choisis sont très importants à la culture, l'environnement et autres. Mais voilà, je pense que si on arrive à faire prendre en compte dans les politiques publiques que ce pan numérique et cette animation numérique est un élément important, parce qu'il est évident qu'au départ, on ne pourra pas l'autofinancer sur du privé, je pense qu'on aura fait un grand pas parce que ça peut. Nous, on est en train de réfléchir à la livraison à domicile. On a aussi une navette solidaire qui dessert 3 villages. On est sur un schéma des transports. Voilà. Mais encore une fois, c'est toujours pareil. S'il n'y a pas l'humain, s'il n'y a pas l'animation, s'il n'y a pas la petite main qui va mettre en réseau, qui va enrichir, et si moi je prends Intramuros dans ma petite commune, ce que je vais faire, mais si je n'ai pas la force du réseau des 46 autres communes, avec la médiathèque, avec tous les services qu'il y a dans les communes à côté, eh bien, on sera passé à côté. Voilà. Donc l'enjeu, je pense, pour les politiques publiques, c'est de voir comment on peut mutualiser, trouver des moyens pour l'animation.
Merci infiniment. Moi, je suis très, très heureux de ces deux témoignages-là qui continuent. Laure va répondre pendant 5 minutes. Ça montre aussi la transversalité de nos territoires. Et si on peut participer à tisser du lien entre nos nombreux territoires ruraux, on aura gagné une partie de la manche. Laure, pour 5 minutes, pour répondre à ces deux interventions. Et honnêtement, j'ai rien à répondre, hein. Je suis complètement d'accord. Non, mais on sait très bien que le digital, ça vit pas sans l'humain. Si on peut faire en sorte que ça soit un booster, que ça aide, bien sûr, mais évidemment que qu'on ne cherche pas un monde sans humain, au contraire. Et que les initiatives, en plus, elles ont différentes, comment dire, elles ont différentes tailles. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, je vous ai montré des trucs un peu globaux, un peu généraux, mais les petites choses du quotidien. Moi, j'ai bien vu, ne serait-ce qu'une page Facebook dans un village qui permet de dire, moi, je vais faire les courses à telle heure, est-ce que je peux ramener quelque chose pour mes voisins? Enfin, je veux dire, il y a toute une échelle de choses. Je peux être d'accord avec les deux témoignages que j'ai entendus, hein. Merci Laure. Il y a une micro-question. Allez, Francis, tu débloques Elodie juste pour Francis. Alors, une micro parce qu'il nous reste que quelques minutes et on a un certain nombre de choses à dire. Francis, Oui, bonjour. Très rapidement, c'est simplement pour donner. vous êtes d'où, Francis? De quel coin? Alors, je suis de région parisienne, à Bagneux exactement, dans le Personne n'est 92. parfait. Personne n'est parfait. Et je suis formateur numérique, justement. Je lutte contre la fracture numérique avec l'association Tous au Web. Et nous avons créé au mois de février un atelier, un local pour que toute personne qui a besoin d'avoir des bases en informatique puisse venir apprendre à servir d'un ordinateur. C'est ça simplement justement pour donner un peu vu que j'ai l'expérience maintenant dans cette période en fait de confinement, le souci qui se pose à nous, par exemple formateurs, c'est effectivement comme j'ai des personnes de niveau vraiment très très débutant. Il est très difficile, par exemple, de pouvoir leur expliquer quelque chose par téléphone sans se déplacer. Déjà, ça, c'est la chose qui pêche, je dirais, vous voyez. Même s'il y a des plateformes d'entraide informatique, dont je fais partie aussi, c'est très compliqué à ce niveau-là avec ces gens-là. Également, je me permets de m'adresser en fait aux personnes des communes, comme le monsieur de maire en Corse. En ce qui concerne, en fait, on voit avec cette période de Covid, l'importance, même pour les personnes qui sont très réfractaires, d'avoir des bases de savoir pouvoir se débrouiller tout seul. Et justement, on s'aperçoit qu'avant, les gens se disaient bah, j'ai mon fils qui me le fait, j'ai ma fille. Malheureusement, ils ne peuvent pas se déplacer. On voit l'importance maintenant de pouvoir se débrouiller. Donc, il faut que ça se développe. Comme Madame Laure l'avait dit, je crois qu'il y a un Français sur 4 encore et 13 millions qui ne sont pas habitués avec le numérique. Et si je m'adresse en fait à Monsieur le maire, par exemple, également lorsqu'on met au point des ateliers numériques pour ses habitants, il faut également que ça soit fréquent. Moi, j'ai eu le cas sur ma ville de Bagneux où la mairie avait mis en place quelque chose, mais une fois par mois, c'est impossible aux gens de pouvoir apprendre en ayant simplement un cours une fois par mois. Ils ne peuvent pas retenir. Donc, il faudrait vraiment que si ça se met en place, que ça soit régulier et au moins 2 à 3 fois par mois. Vous voyez, voilà, c'est ce que je me permettais de dire. Merci beaucoup, Francis, pour cette intervention. D'où l'intérêt de l'humain, de la place de l'humain dans nos territoires. Et je crois que la période dans laquelle on est en train de rentrer va faire en sorte que dans ces territoires ruraux, là on est en train de parler de ruralité, c'est l'humain qui va se développer aussi très fortement. Et vraisemblablement, le département du Gers, plus de 6% de population en plus depuis le début du Covid-19. Peut-être qu'ils resteront, je l'espère, mais c'est vrai ici comme ailleurs, en tous les cas, on va le développer. Il y a une intervention qui faisait le lien avec les tiers-lieux, ça me permet de faire le pont avec le débat de la semaine prochaine, 14h30, ça sera avec Vincent Panier qui est avec nous, qui est le cofondateur de Base 10, sur la question de travailler dans les territoires ruraux. Donc Base 10 est une plateforme qui permet de connecter avec les élus locaux et de permettre d'ouvrir des salles de réunion, des espaces de travail dans les territoires ruraux. Vincent nous en parlera la semaine prochaine. J'ai une toute dernière, donc merci Vincent. Je ne sais pas si on voit sa bouille à Vincent là. Vincent, je ne vois pas ta caméra, mais en tous les cas, je te salue cordialement. Dernière question avant à Laure. On essaye à chaque fois de clore notre petit temps. On espère que ça aura été utile. En tous les cas, pour moi, ça l'a été. Sur une double question. Qu'est-ce que tu vas garder de tout ça, de toute cette période? 1, sur le plan professionnel. 2, sur le plan personnel.
Alors moi, sur le plan professionnel, je vais bouger beaucoup moins. Alors là, c'est clair. Et j'espère que j'oublierai pas cette promesse dans 6 mois, mais je veux dire, arrêter de s'agiter et voir que les choses se passent très bien à distance et beaucoup moins prendre les avions, on va être un peu plus vert. Première chose, et sur un plan personnel, ben, je vais pouvoir continuer à profiter de mon fils. C'est bien, bravo, félicitations. Ce qui confirme ce que je disais tout à l'heure, hein. Je pense que le monde d'après serait un monde un peu plus local. L'enjeu pour nous, c'est de penser ce local ouvert sur le monde et non pas fermé, sur le reste des territoires. C'est bien un monde de solidarité dont on a besoin, nous le voyons tous les jours, et surtout un monde qui peut créer des solidarités de proximité. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires, vos suggestions sur l'organisation de ces débats numériques ouverts et ces cafés confinés. On va développer, on essaie d'aménager un peu la formule pour que vous puissiez aussi avoir la parole et que ce soit plus souple. On espère que ça vous aura plu. Alors, comme on ne peut pas applaudir tous les uns les autres, j'aimerais qu'on salue Laure par un applaudissement comme ça virtuel. Voilà, ça fait toujours du bien. Merci à toutes et à tous. Il est 15h26, donc nous avons tenu les horaires. À très bientôt. Prenez soin de vous. Faites attention à vous. Je salue David également. Faites attention à vous et restons solidaires. À très bientôt, la semaine prochaine, 14h30.